Soyez les bienvenus. Je m'appelle Gaëlle Bouffard, je suis animatrice journaliste. Nous sommes ensemble pour 45 minutes pour parler d'un sujet essentiel, bien sûr, pour la Bretagne et pour la France en règle générale. On va parler plein emploi et pénurie de talents. Et nous allons voir comment les acteurs bretons se mobilisent justement sur ce sujet. 4 invités à mes côtés. D'abord Frédéric Sévignon, directeur Pôle emploi Bretagne. Bonjour. Marie-Laure Collet, présidente de l'APEC. Dans l'ordre, Yann Le Jolivet, qui est président de la commission régionale éducation, emploi, formation du MEDEF Bretagne. Et enfin, tout à ma gauche, Jordan Pédron, qui est directeur de la Rennes School of Business. Bienvenue à tous les quatre. Alors Frédéric Sévignon, je voudrais démarrer en vous interrogeant, puisqu'on parle de plein emploi. Alors j'ai envie qu'on parle de quelque chose qu'on connaît, qu'on donne des chiffres. Le plein emploi, qu'est-ce qu'il en est? On y est en Bretagne? On y est en France? Alors, on y est, non, on n'y est pas tout à fait, mais on s'en approche. Voilà, donc un taux de chômage en Bretagne qui est historiquement bas, hein, puisque nous sommes à 5,7%. Donc, le national est à 7,2, 5,7 quand le gouvernement attend à 5%. Donc, on voit bien que nous sommes extrêmement proches, mais c'est parfois les derniers kilomètres qui sont les plus délicats et plus difficiles à mettre en œuvre. Mais pour autant, nous mettons tout en œuvre pour y parvenir. Quelques éléments autour de la situation économique et le contexte sur la Bretagne. Une situation qui continue sur l'emploi à être très favorable, on va le dire comme ça, puisque nous avons des offres d'emploi qui sont confiées à Pôle emploi et qui aujourd'hui, lorsque nous allons sur le site, on voit qu'il y a pratiquement 75 000 offres qui sont disponibles, ce qui est considérable. Nous avons également en Bretagne une demande d'emploi qui diminue régulièrement depuis de nombreuses années. Nous sommes environ en catégorie A, les demandeurs d'emploi, à la recherche d'un emploi, d'environ 116 000 demandeurs d'emploi. Donc vous faites le ratio entre 116 000 demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et 75 000 offres. On pourrait presque penser qu'il suffit de rapprocher l'un de l'autre pour trouver des solutions, ce qui n'est pas tout à fait la réalité. Mais pour autant, ça donne des orientations et puis les intentions d'embauche. Notre enquête besoin de main-d'œuvre réalisée début 2023 donnait sur la Bretagne 163 440 intentions d'embauche. Ça veut dire qu'il y a là encore des effets considérables, surtout quand on sait que ces intentions d'embauche, pour 80% d'entre elles, se transforment en réalité et en intention et en embauche réelle. Marie-Laure Collet, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même situation si on regarde exclusivement la population des cadres? Alors, la population des cadres en France, alors je dois aussi resituer le nombre de cadres par rapport aux salariés, hein. Il y a 27 millions de salariés en France et nous avons aujourd'hui 21% de cadres par rapport aux autres catégories socioprofessionnelles. Ce qui est important de souligner, c'est que depuis 2021, nous avons plus de cadres en France que nous avons d'ouvriers. Donc ça dénote aussi un certain panorama de nombre de salariés, sachant que la définition du cadre en France, c'est quelqu'un qui a assimilé cadre s'il a bac plus 3 à bac plus 5 et qu'il est cadre s'il a un bac plus 5 ou plus. Et bien sûr, il y a les cadres qui bénéficient de la promotion interne et qui deviennent cadres par la reconnaissance de leurs compétences. Donc, plus de 21% donc de cadres en France. Et pour autant, un taux de chômage de cadres qui varie très très peu depuis plus de 10 ans. On est aujourd'hui à 4,1% de chômage de cadres suivant les sources du BIT. On voit bien que en fonction des années, on est entre 3,8 et 4,2% de chômage de cadres. Ce qui fait que nous n'avons pas, sur notre population, grandement décroché, comme l'a fait le reste de la population salariée depuis ces dernières années. Or, on aurait pu espérer, à l'instar de ce qui se passe dans les pays du nord de l'Europe, avoir un taux de chômage du cadre qui avoisine plutôt les 2%. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Vous me poserez certainement la question plus tard. Je veux juste préciser que sur ce 4,1% de chômeurs, il y a aussi dans les cadres différents niveaux. On a les cadres médians et on a les cadres supérieurs ou les cadres sur des métiers à forte valeur ajoutée.
Vous avez dit que j'étais présidente de l'APEC. Oui, je suis aussi vice-présidente du MEDEF et présidente pour la région Bretagne de la Fédération Syntec. La Fédération Syntec porte ces métiers dits à forte valeur ajoutée. Les métiers du numérique, les métiers de l'ingénierie, les métiers du conseil, les métiers de l'événementiel et les métiers des études et de la formation. Sur ces métiers à forte valeur ajoutée, ils représentent 44% des travailleurs cadres. Donc c'est quand même énorme. Et évidemment, sur cette population où il y a énormément de tensions dans l'emploi, on avoisine les 3% de chômeurs. Donc ça veut dire que même à l'intérieur de notre catégorie de cadres, nous avons des fortes disparités. Parce que si je parle après d'une autre catégorie qui sont les seniors, on est à 6,5% de chômage. Et si après, dernier item, je compare le chômage dans les grandes métropoles et notamment à Paris avec les territoires très ruraux, là encore, on a des très fortes disparités. Alors je vous propose maintenant de nous intéresser au deuxième mot très important dans l'intitulé de ce grand plateau, c'est le mot pénurie, pénurie de talent. Je vais me tourner vers vous, Yann Le Jolivet. En tant que président de la commission régionale éducation, emploi, formation au MEDEF Bretagne, justement, quelle est votre lecture de cette pénurie? À quoi est-ce qu'elle est due? D'abord, je voudrais vous présenter les excuses d'Hervé Kermarek, le président du MEDEF Bretagne, qui devait être là aujourd'hui et qui est pris par une autre obligation au même moment. Donc, je vais essayer de le remplacer au pied levé. Ce ne sera pas aussi avantageusement, mais je vais répondre quand même à la question. Alors, oui, la pénurie, non, il n'y a sûrement pas de pénurie. Il y a sans doute, peut-être moins, il n'y a pas moins de talents en nombre. Ils sont, de mon point de vue, en revanche, davantage mobilisés. Pourquoi il y a moins de talents peut-être disponibles? D'abord parce que il y a toutes les idées que vous connaissez, qu'on a partagées toutes ces 3 dernières années. C'est qu'il y a des aspirations de vie, de conciliation de vie professionnelle et de vie personnelle qui se manifestent sans doute d'une manière plus ouverte et beaucoup plus partagée aujourd'hui, en tout cas admise et assumée du fait de ce qu'on a traversé à travers le Covid et puis des différentes crises qui ont pu tomber. Il y a aussi une dimension qui est importante, c'est la dimension technologique. Parce qu'aujourd'hui, le distanciel n'est pas seulement un choix de conciliation de vie professionnelle et personnelle. Le distanciel est une possibilité technologique ouverte, y compris, et dans mon domaine professionnel, je parle en connaissance de cause, à des collaboratrices et des collaborateurs qui, jusqu'à maintenant, travaillent dans des entreprises en Bretagne, quel que soit le département, et qui peuvent être chassés par des entreprises parisiennes pour y faire le même emploi avec un niveau parisien, parce qu'on est en pénurie de talent. Donc, dimension personnelle, sociologique, dimension techno, et la dimension la plus prégnante, dont je trouve on parle assez peu, mais qui est la plus prégnante, c'est la démographie. On a une déformation aujourd'hui de la structure de la population qu'il ne faut absolument pas passer sous silence, et on le verra tout à l'heure, ça inverse le pouvoir respectif entre employeurs et salariés. Voilà. Mais on a une déformation totale, puisque même si la France, à l'horizon 2050, va avoir une population active, une population totale qui va augmenter de l'ordre de 3,5%, alors qu'au niveau de l'Union européenne, c'est moins 8%. On a une population active qui va diminuer en même temps, donc plus 3,5, moins 7%. Ce qui veut dire qu'on est dans une situation de raréfaction des talents, non pas qualitativement, mais quantitativement, ce qui fait qu'on assiste sans doute aujourd'hui à une autonomie de choix qui est plus importante chez les salariés, qui conduit à cette forme, on appelle ça de la grande démission, mais il faut la ramener à une réalité démographique et sociologique, et où également on dit un manque de fidélité. Oui, il y a peut-être un petit peu de ça, mais il y a surtout beaucoup de démographie. Alors justement, ce manque de fidélité ou cette crise de l'engagement, ou même cette grande démission, comme vous venez de l'appeler, est-ce qu'elle est mesurée aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des chiffres qui nous expliquent et qui nous montrent où en est le phénomène? Oui, alors les chiffres, ils sont là, je les ai sous les yeux. Merci Agnès qui m'a préparé le document. Donc le nombre de démissions a atteint un niveau historiquement haut fin 2021, début 2022. Donc on a des niveaux de démission qui sont très importants. Et en plus, on a des taux de rupture de contrat de travail, notamment lors de la première année d'entrée dans une mission professionnelle, qui sont très importants. On considère que rupture première année pour un CDI, 40%. Donc là, on pourrait dire, en effet, il y a un manque de fidélité, voire une volonté d'aller faire autre chose. Mais il faut ramener ça sous l'angle de la démographie. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est pas tant qu'il y ait une grande démission, c'est que tout un tas de choix personnels,
le lieu où je travaille, l'activité qui va être la mienne, les conditions d'exercice de mon activité professionnelle, qui étaient des attentes de nous tous, y compris moi quand je suis rentré dans le monde du travail au milieu des années 90, eh ben, on les cachait, on les dissimulait, en tout cas on ne les assumait pas. Eh ben, aujourd'hui, raréfaction de l'offre de capacité de travail du côté des salariés et persistance, voire accroissement dans certains domaines qu'on évoquera tout à l'heure, de nouveaux domaines d'activité ou de nouvelles modalités d'activité, eh bien, en tant que salarié, en tant que candidat, en auto-entrepreneur ou en salarié, je suis en capacité d'imposer mes choix. Les cadres, j'imagine, n'échappent pas à cette tendance. Est-ce qu'ils sont plus mobiles que jamais, Marie-Laure Collet? Alors, dans la mobilité des cadres, il faut distinguer l'intention et la réalité de la mobilité. Et il faut distinguer la mobilité interne et la mobilité externe. Donc là, encore, on a plusieurs réponses possibles. Dans les intentions de mobilité professionnelle, nous avons en ce dernier trimestre 59% d'intention des cadres à bouger. C'est un point de plus que le trimestre précédent. Mais ce sont des intentions, parce que lorsque on demande ou on dit au cadre, eh bien voilà, vous allez avoir un contrat de travail, on passe par un très bon cabinet de recrutement dont nous avons une représentante ici, Caroline Gallon, et puis dans la shortlist, ce cadre qui est choisi, eh bien au dernier moment va se dire, non, finalement, je reste où je suis. Bien souvent, il l'a dit à son employeur en disant, j'ai une proposition, et comme par hasard, j'ai une petite hausse de salaire qui me permet d'être plus fidèle. D'autre part, sociologiquement, et on en a beaucoup parlé avec l'organisateur du FEB, Christian Pousset, lorsque on parlait d'une plateforme d'attractivité pour la Bretagne pour faire venir les talents en Bretagne, les cadres et les non-cadres, c'est que la notion de mobilité a énormément évolué depuis 10 ans, c'est-à-dire notamment depuis que on prend en compte, fort heureusement, aussi la carrière du conjoint. Oui. Et ça s'est renforcé avec le Covid, parce que le télétravail a permis d'améliorer pour certains cadres son habitat. Donc là aussi, on aime rester chez soi. Et aussi, sociologiquement, la cellule familiale, depuis 10 ans, a beaucoup évolué. Quand, excusez-moi de cette image d'Épinal et ce stéréotype, mais qui existait il y a plus de 10 ans, c'est que quand un cadre bougeait, il disait à son épouse, eh bien viens, on va partir à Vannes, à Lyon, en Bretagne, etc. Et on déménageait, femme et enfants, et comme ça, les carrières se faisaient en bougeant tous les 3, 5 ou 8 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout cela. Déjà, comme je vous l'ai dit, il y a le travail du conjoint, qu'il soit femme ou autre, est pris en compte dans la cellule familiale. Et deuxièmement, il y a une multitude de familles différentes, recomposées, où finalement, on n'accepte plus de faire 100, 200, 300 kilomètres pour aller vivre ailleurs, pour gérer sa carrière. Parce qu'on se rend compte que, aussi, dans l'image sécuritaire, on restait très près de son bassin de vie. Et un bassin de vie, c'est évidemment la famille, mais ce sont les amis, ce sont les collègues de travail, ce sont les activités extra-professionnelles, ce sont les engagements sociétaux, parce qu'il y en a de plus en plus. Et là, eh bien, on s'enracine dans un endroit à une certaine période de vie. Et donc le cadre, même s'il reste mobile dans son entreprise pour une évolution professionnelle, finalement, il est beaucoup moins mobile géographiquement, peut-être sauf pour les cadres qui vont travailler, qui ont l'habitude de travailler à l'international. Et donc, ils préfèrent rester dans leur job. Ok, donc vous nous avez donné plusieurs explications, à la fois la cellule familiale, à la fois l'état d'esprit. Yann Le Jolivet, est-ce qu'on a des chiffres qui nous permettent de nous projeter, qui nous permettent de nous dire, tiens, sur tel et tel domaine, ça risque d'être ou c'est déjà compliqué? Alors, on parlera peut-être des domaines plus particuliers. En revanche, on a des chiffres globaux, on a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Mais ce qui pourrait être pris comme une bonne nouvelle, c'est fichtrement motivant pour ce qu'on a à faire. Et je rebondirai sur ce que vient de dire Marie-Laure Collet. D'abord, je ne reviens pas sur le paysage, on aura moins, excusez-moi l'expression, de bipèdes en situation de travail. Voilà, donc ça c'est une réalité avec laquelle il va falloir compter.
on a de nouveaux besoins. Toutes les grandes mutations, qui sont des mutations d'ordre sociologique, voire civilisationnel, vous corrigerez vous-même, sans être trop pompeux. On a des vrais choix devant nous. Voilà. Et on a également une formidable révolution des technologies, de tout ce qui est offert, puisque maintenant on va pouvoir quasiment faire des films, quand on regarde ce qui se passe à Los Angeles à l'heure actuelle, sans avoir besoin de décorateurs, de scénaristes, et voire d'acteurs. Donc on est dans un paysage qui est en profonde transformation avec des enjeux qui sont essentiels. Et quand on regarde, alors c'est peut-être le chiffre un peu négatif des projections de l'INSEE à l'horizon 2030, davantage de départs chez nous. Voilà, les départs fin de carrière seraient légèrement supérieurs à la moyenne, alors que la dynamique de besoin d'emploi va être plus forte, avec une dynamique de création nette qui est de moitié supérieure à ce qui va être observé au niveau national. Donc on a plus de monde à partir et on a besoin de plus de monde. Et à partir de là, on constate également, tous on l'expérimente dans nos domaines d'activité, qu'on n'est pas nécessairement la région où tous les jeunes formés restent pour leur premier emploi. Justement, je vous propose de passer la parole à Jordan Pedron sur ce sujet-là. C'est une transition toute trouvée, merci beaucoup. Vos étudiants de la Rennes School of Business, est-ce qu'une fois que leurs études sont terminées, est-ce qu'ils restent en Bretagne ? Bonjour à tous. Oui, quelques chiffres dans le registre des bonnes nouvelles, quelques chiffres significatifs sous forme de témoignages montrent que nous avons une marge de rétention importante de nos talents sur le territoire. Pour vous donner quelques chiffres, 76% de l'effectif du total de l'effectif de l'école, qui compte à peu près 5000 étudiants, sont originaires d'un territoire en dehors de la Bretagne. Donc cela illustre le fait que l'école attire des talents en dehors de ses frontières, des talents que, dans certains cas, nous pouvons séduire et retenir sur le territoire. Autre chiffre, 4% de nos alumni, de nos anciens, donc membres de l'association des anciens élèves de l'école, qui compte 25 000 membres à peu près, travaillent en région Bretagne. Donc là aussi, on peut voir dans cette proportion d'anciens étudiants qui connaissent la région, qui ont déjà fait une partie de leurs études en Bretagne, une solution peut-être viable d'options d'installation de leur famille, de leur projet, de leur entreprise éventuellement, et un retour en Bretagne dans une deuxième partie de carrière. On y reviendra aussi lors de cette table ronde, mais le travail de séduction, d'attractivité, il démarre dans l'école. Dans les stages, on a 3200 stagiaires par an, 900 alternants, et seuls 18% de ces stages et alternants sont effectués en région Bretagne. Donc il y a encore une marge de progression. Alors, je vais revenir sur un chiffre que vous avez cité, c'est 14% de vos alumni qui restent en Bretagne. Comment est-ce qu'on fait pour augmenter ce chiffre ? Alors oui, on peut faire plus en accentuant nos efforts auprès des étudiants et des entreprises, avec l'aide des entreprises, donc pour développer leur marque employeur auprès des talents de l'école pendant leurs études. Donc en tant que nous, grande école ancrée sur le territoire, nous proposons donc aux entreprises locales des partenariats à l'année pour développer leur visibilité, leur attractivité des entreprises bretonnes auprès des étudiants, avec l'aide d'outils de plus en plus spécialisés. Aussi, la demande, elle est là. On spécialise, on va chercher des compétences spécifiques. Bien évidemment aussi avec une activité de formation continue forte, notamment sur des parcours sur mesure dans les entreprises qui forment leurs cadres et leurs managers. Et ça aussi, c'est un outil de fidélisation aussi des cadres et managers dans les entreprises. Ça peut être aussi un outil attractif dans le cadre du process de recrutement. Et bien sûr, on travaille également avec les structures emploi-formation du territoire. À titre d'exemple, nous avons mis en place il y a 2 ans une convention avec l'APEC en région pour travailler sur l'insertion de nos jeunes diplômés. Donc je salue le travail de l'APEC aussi sur ce travail auprès des jeunes professionnels. Alors justement, est-ce que c'est habituel ce type de partenariat ? Absolument. En fait, je n'ai pas été à l'initiative de ces partenariats, mais sous ma présidence, j'ai fait en sorte de les accélérer. Pourquoi ? Parce qu'à l'APEC, nous avons 3 cibles, entre guillemets, clients. Nous avons bien sûr les cadres, les entreprises, mais nous dissocions et nous isolons ce qu'on appelle les jeunes diplômés. Pourquoi ? Parce que les jeunes diplômés, bien souvent, à partir du moment où ils ont Bac+3, ils ne connaissent pas l'APEC. S'ils ont eu la chance d'avoir des parents qui connaissaient l'APEC, ils connaissent l'APEC. Mais sinon, ils ne connaissent pas l'APEC. Et pour nous, les jeunes diplômés, dès qu'ils ont à minima un Bac+3, ils doivent prendre en compte que l'APEC va pouvoir les accompagner
tout au long de leur vie professionnelle, jusqu'au départ à la retraite, sur la gestion de leur carrière, sur les questions qu'ils se posent, sur leur réorientation, s'il doit y en avoir. Et donc le fait de signer des conventions de partenariat avec les écoles nous permet d'avoir une visibilité sur l'école, sur les étudiants, mais aussi de sensibiliser les enseignants, les intervenants de l'école pour leur parler de notre association qui existe depuis 1966 et qui évolue beaucoup dans ses prestations d'accompagnement à la fois aux jeunes diplômés, mais aussi aux personnes éloignées de l'emploi et aux seniors. Et ces partenariats doivent se faire sur l'ensemble du territoire français, dans différentes écoles, publiques et privées, pour permettre aux cadres, ou aux futurs cadres, de prendre conscience qu'il a toujours, et moi j'aime bien cette image, un peu un ange gardien de la gestion de sa carrière. Et l'APEC, après, conseille aux jeunes diplômés ou aux salariés cadres d'aller vers des prestataires privés ou associatifs pour prendre en charge leur destin sur d'autres types de prestations. Alors on est déjà à presque un tiers de notre temps qui est écoulé, donc je vais vous demander de nous faire des réponses synthétiques parce qu'on a plein d'autres sujets à voir ensemble. Vous nous avez parlé, Jordan Pedron, de l'alternance. Est-ce que l'alternance, c'est aujourd'hui un bon moyen d'attirer et de fidéliser des étudiants en Bretagne ? Alors oui, dans l'alternance, l'apprentissage s'est durablement installé comme une modalité de formation de l'enseignement supérieur aujourd'hui. En 4 ans, on a à peu près doublé le nombre d'apprentis en France, donc pour atteindre à peu près le million. En 2016, il faut se rappeler, c'était 10% d'étudiants en master le faisaient en alternance. On est à 25% aujourd'hui. Oui. Ça a considérablement C'est évolué. considérable. C'est un changement majeur dans ces dernières années. Et c'est une modalité qui permet bien évidemment aux étudiants de gagner en expérience pendant leurs études, de développer leur niveau d'employabilité et également de pouvoir travailler et commencer à travailler un réseau, beaucoup plus tôt qu'avant. Et pour les entreprises, ça peut être un levier de recrutement, mais ça peut être aussi où on voit des entreprises qui recrutent chaque année des alternants. Aussi, c'est aussi un outil de flexibilité pour les entreprises. Donc, si je cite quelques chiffres, nous, relatifs à l'école, 80% de nos alternants signent un CDI à l'issue de leur alternance. Et pour les 20% restants, c'est soit des contrats à durée déterminée, soit un autre projet de vie, une VAE, un temps de pause, voilà, une poursuite d'études spécialisées. Et environ la moitié de ces CDI sont signés dans l'entreprise d'alternance de l'alternant. Ça montre que c'est tout de même très, très efficace comme système. Alors, vous proposez aussi des cursus à l'international, donc vous accueillez des étudiants qui viennent des 4 coins du monde. Est-ce que c'est aussi ça, en soi, une solution pour attirer des talents et faire face à cette pénurie ? Alors, oui, effectivement, c'est aussi un des grands chevals de bataille de l'école parce qu'on a une forte population d'étudiants internationaux, des talents extraordinaires qui pourraient apporter beaucoup pour les entreprises de notre territoire. Donc, mais ça reste l'insertion et le placement des étudiants internationaux à un vivier encore mal exploité. Il y a plusieurs raisons à ça. Là, juste un chiffre en passant, c'est à peu près 35% d'étudiants étrangers qui trouvent un stage en France. Le reste, c'est en Europe ou dans leur pays d'origine. On a travaillé ce sujet, on a commencé à le travailler avec le WTC, puis avec la commission emploi du MEDEF, formation du MEDEF, pour aller plus loin à la fois dans la réflexion sur la préparation des entreprises à l'accueil des étudiants internationaux, parce qu'il faut le préparer aussi, mais aussi pour rendre plus visible, plus tôt dans le cursus des étudiants internationaux, les possibilités qui leur sont offertes dans les entreprises françaises. Alors Yann Le Jolivet, ici en Bretagne, aujourd'hui, quels sont les secteurs qui ont vraiment des difficultés et qui rencontrent des vrais problèmes de recrutement ? Alors on a toujours les 4 grands secteurs, santé, industrie, agroalimentaire et bâtiment. Et on se serait vu il y a 4 ans, en 2019, je pense qu'on aurait dit la même chose. Voilà. En revanche, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'aujourd'hui, tous les secteurs sont en recherche de talents.
Et pour paraphraser un peu La Fontaine, c'est que qui disait que tous les animaux ne mouraient pas, mais on était touchés. Ben là, c'est pareil. Toutes les entreprises n'en meurent pas, mais toutes sont aujourd'hui touchées. C'est ça la nouveauté. Et quand on se projette donc à 7-8 ans, donc à 2030, on a à la fois la confirmation de ces besoins, on a également des besoins émergents qui sont d'ores et déjà identifiés, qui concernent la formation et l'enseignement, des industries agroalimentaires, tous les métiers médico-sociaux. Voilà, donc on a aujourd'hui une demande très très importante dans tous les secteurs d'activité entre 2019 et 2013, c'est ça, 2023 pardon, c'est bon, c'est ça la grande différence. Et je ferai juste un petit post-it particulier sur les métiers du numérique, oui, où là il y a une demande exponentielle, où les taux de rotation sont très importants et où en plus les phénomènes d'appel d'air extérieur à notre région, grâce notamment à la technologie, permettent aujourd'hui de travailler dans des conditions qui font directement concurrence à nos entreprises qui pensaient pourtant avoir fait le travail pour attirer et pour fidéliser une capacité de travail très spécialisée qui est très recherchée aujourd'hui. Évidemment. Si on fait un focus sur la population des cadres, comment une école comme la vôtre peut jouer un rôle justement sur l'attractivité et sur la formation des cadres ? Alors, effectivement, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, mais l'idée, c'est d'accompagner les entreprises du territoire à mieux valoriser leur marque employeur auprès des étudiants pour anticiper davantage leur recrutement et peut-être se spécialiser davantage sur les compétences recherchées, donc auprès des étudiants français et internationaux. Et puis aussi, il y a le volet formation continue dont on parlera tout à l'heure, qui est aussi un bel outil de fidélisation. Et comment est-ce que vous faites pour être vraiment, vraiment connecté aux besoins des entreprises ? Vous avez déployé un écosystème, vous vous êtes rapproché des entreprises. Comment vous faites ? Alors, juste pour compléter la question également que vous m'avez posée sur les outils, peut-être, oui. On a des outils donc de relations entreprises classiques, c'est-à-dire des forums de recrutement, donc il ne faut pas hésiter à y aller, à venir proposer des offres de stage, rencontrer directement les étudiants, mais aussi, donc c'est des outils plutôt traditionnels qu'on retrouve aussi dans beaucoup d'établissements supérieurs, mais nous, on s'attache aussi à travailler, à faire rentrer beaucoup plus l'entreprise dans les programmes aujourd'hui qu'on le faisait avant. C'est-à-dire donc travailler des conférences métiers, des conférences filières dans des parcours en particulier, voilà, et animés par des entreprises, donc et aussi coachés par nos conseillers carrière. Donc voilà, et il y a un volet aussi intéressant pour attirer les talents, c'est aussi comment on attire les jeunes entrepreneurs. Les incubateurs sont importants dans les écoles. Parce et vous en avez un dans votre école. Voilà, nourrissent aussi tout l'écosystème et notamment les boosters d'entreprise. On a cité le pool tout à l'heure en plénière, donc ça c'est important. Pour revenir rapidement sur la question de comment on connecte les compétences, dans les années 90, à la création de l'école, effectivement, c'est né de l'impulsion d'un président de CCI qui s'appelait M. Bassantet, qui a eu l'idée folle d'installer une école internationale en Bretagne de management. Donc effectivement, on est un pur produit de CCI, de chambre de commerce, donc avec aussi dans notre gouvernance des représentants de la chambre de commerce et des représentants de l'entreprise, du territoire, donc qui sont garants aussi de la trajectoire que va prendre l'école. Donc d'un point de vue stratégique, on est connecté aussi avec les entreprises du territoire. D'un point de vue construction d'un plan stratégique, bien évidemment, lors de notre précédent plan en 2019, sur la période 2019-2023, un des défis, ça a été aussi d'articuler différemment l'école avec son écosystème, avec la région, et notamment en faisant émerger des spécialisations au sein de l'école. Donc une spécialisation autour de l'agroalimentaire, de l'environnement, du digital et de la cybersécurité, concrètement, et de la logistique supply chain. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'on crée des partenariats aussi avec d'autres écoles, avec des écoles d'ingénieurs qu'on a pu créer ces 4 dernières années pour faire des parcours hybrides. On a pu aussi créer des parcours, donc au sein de nos parcours généralistes, mettre des spécialités en cybersécurité par exemple, et puis développer de la formation continue sur des sujets prégnants sur le territoire. Frédéric Sévignon, j'ai envie de vous entendre sur le sujet du recrutement. Comment est-ce que Pôle emploi aide les entreprises justement à trouver les bonnes compétences et les aider à recruter, tout simplement ?
Alors peut-être un mot sur les difficultés de recrutement. D'abord, d'avoir en tête qu'elles ne sont pas récentes, hein. Ça fait de nombreuses années que nous sommes confrontés à ces difficultés. Elles se sont effectivement accentuées sur les 3 dernières années et nous avons effectivement à mettre en place des mesures et des accompagnements spécifiques. Ça, c'est le premier élément. Tout à l'heure, Yann évoquait les secteurs en tension. L'hôtellerie, la restauration, bien évidemment, en plus avec une Bretagne qui attire encore plus et qui nécessite que nous trouvions les bons collaborateurs dans les hôtels, dans les restaurants, dans l'ensemble des centres d'hébergement. Donc on a effectivement tout ce travail à faire. Et puis je voudrais en profiter pour rappeler aussi qu'il y a une problématique de mobilité. Elle a été évoquée, 2 chiffres si vous me le permettez. 50% des demandeurs d'emploi reprennent une activité à moins de 15 km de chez eux. Et le deuxième chiffre, c'est que 80% de ces demandeurs d'emploi reprennent une activité à 50 km de leur domicile. Donc une fois qu'on s'est dit ça, ça veut dire que nous ne sommes pas en mesure d'imaginer une seconde que parce qu'on a un emploi à Concarneau et qu'on habite Fougères, que ça va le faire. Parce que ça ne le fait pas et ça ne peut pas le faire comme ça. Donc, que fait Pôle emploi aujourd'hui? Que fait le service public de l'emploi? Parce qu'on fait Pôle emploi, mais on parle évidemment des services de l'APEC, on peut parler des missions locales et des Cap emploi. Ce que nous mettons en place, c'est 2 dispositifs. Le premier autour de ce qu'on appelle les innovations sur les processus de recrutement. Nous devons changer le modèle. Le recrutement classique ne fonctionne plus. Changer de modèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire innover. Nous avons, par exemple, mis en Bretagne, mais en France, mais enfin en Bretagne, un dispositif qui s'appelle du Stade vers l'emploi, qui est une opération qui permet à des demandeurs d'emploi qui sont invités par Pôle emploi, environ entre 80 et 100, des entreprises qui viennent également avec des offres d'emploi. Et le matin, toutes les personnes sont ensemble et personne ne sait qui est qui. Voilà, des exercices. À l'aveugle. À l'aveugle, voilà, des exercices. Alors ça se fait en partenariat avec les fédérations, le rugby, le basket, l'athlétisme. Oui, c'est autour du thème du sport. Hein. Voilà, donc du sport, il y a quelques petits exercices, ça permet une mise en jambe, j'allais dire, mais l'objectif premier, évidemment, n'est pas celui de faire du sport, mais de pouvoir, à un moment donné, rentrer dans des phases d'observation. Midi, un repas ensemble, et en début d'après-midi, une opération de balai masque. Les entreprises, les employeurs sortent des rangs, et là, chacun découvre qu'il y a des employeurs avec qui on a discuté, on a sympathisé quelques instants plus tôt, et les entretiens peuvent se faire. Tout ça pour vous dire que ça permet d'avoir une approche beaucoup plus simple de ces recrutements. On arrive avec moins de stress, moins d'angoisse, parce qu'on le veuille ou non, le CV, l'entretien, la convocation, c'est un peu source d'angoisse. Voilà. Donc ça, c'est autour des dispositifs innovants de recrutement. On a permis à faire ça, et puis il y a des outils. Et les outils que nous mettons en place et à disposition, ils sont aussi extrêmement importants parce qu'ils permettent de faciliter les choses. Je donnerai 2 exemples, si vous me le permettez. Le premier d'entre eux, c'est ce qu'on appelle l'outil d'immersion facilitée. Pour pouvoir prendre un emploi et pour pouvoir s'engager dans une entreprise, il faut savoir de quoi on parle. Et savoir de quoi on parle, c'est d'aller voir avant comment ça fonctionne, rencontrer les gens dans l'entreprise, voir les outils de travail, parler avec le patron. Et ça s'appelle de l'immersion professionnelle. Et ça se met en place entre 1 semaine et 15 jours. Et ça permet à l'issue de ces immersions de pouvoir savoir si oui ou non l'emploi auquel je me destine est celui qui me va. Et j'en profite pour vous dire que quand on passe par l'immersion facilitée et quand on a fait cette immersion, ça se transforme pour 62% des personnes qui ont fait cette immersion en emploi dans l'entreprise ou dans une entreprise de même type. Et puis le deuxième outil auquel je suis particulièrement attaché en Bretagne, parce que nous expérimentons en Bretagne, et nous sommes la première et pour l'instant la seule région, autour d'une plateforme d'hébergement. Nous sommes convaincus que pour pouvoir trouver des publics, des candidats, des potentiels employés, il faut proposer une offre avec de l'hébergement. Et nous avons, sur la plateforme de Pôle emploi, décroché un système qui est ce qui s'appelle la plateforme MEZ et qui permet à chaque fois qu'une offre d'emploi saisonnier est proposée, on puisse immédiatement voir l'offre d'hébergement qui est associée. Hébergement qui peut être un hébergement payant, avec des tarifs évidemment préférentiel ou gratuit, puisque nous avons, avec Espacil, signé une convention qui a permis pour 40 hébergements du côté de Lorient, pour des saisonniers, au cours de l'été, d'avoir de l'hébergement gratuit. Donc on expérimente, on essaie de trouver des solutions, parce que l'emploi, ça n'est pas que l'emploi, c'est tout ce qui tourne autour, je le disais, de la mobilité, de l'hébergement, et c'est ce qui facilite les choses. Et en Bretagne, nous sommes d'autant plus concernés que nous sommes dans une région, je le disais, extrêmement dynamique, où les solutions sont à trouver à chaque fois. Et en tout cas, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'aujourd'hui, finalement, c'est bien à l'entreprise de devenir attirante vis-à-vis du candidat et plus seulement l'inverse. Hein, c'est ce qu'on doit comprendre.
Oui, les choses se sont inversées. C'est à l'entreprise de se rendre attractive. Alors ça fait sourire, ça peut surprendre, mais effectivement, c'est aujourd'hui comme ça. Une entreprise, si elle n'est pas en mesure de proposer des dispositifs autour de la RSE, de la qualité de vie au travail, le télétravail quand il est effectivement possible, tout ce qui tourne autour de l'équilibre vie perso, vie pro, l'accompagnement, l'intégration, enfin, on en parlait tout à l'heure et Marie-Laure le disait, mais intégrer un nouveau collaborateur dans une entreprise, l'accompagner, avoir de la bienveillance, de l'attention. Alors, ça prend du temps, mais ça rapporte. Parce que tout à l'heure, et Marie-Laure le disait, il y a des personnes qui viennent et qui, quand ils ont une proposition à 50 € ou 100 € près dans l'entreprise d'à côté, sont amenés à rapidement changer d'entreprise. Il faut tout mettre en œuvre pour fidéliser ses collaborateurs et effectivement, l'entreprise doit tout mettre en place. Nous avons, là encore, des services, du service public de l'emploi, des services dans notre offre de services qui permettent aux entreprises, et l'exemple de Lannion, là, qui est en train de se mettre en place sur la Bretagne, c'est l'entreprise qui fait son propre CV. C'est le CV inversé, c'est ça? Oui, le CV inversé. C'est l'entreprise qui fait son CV et qui propose le CV à un panel de demandeurs d'emploi en leur expliquant qu'ils ont bien raison de venir travailler chez eux plutôt que chez l'autre parce que c'est mieux, parce qu'il y a tout un tas de dispositifs et qu'effectivement, ça le fait. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième élément. Et puis le troisième, et je passe le message, aujourd'hui, beaucoup d'offres, des demandeurs d'emploi qui sont aujourd'hui dans une possibilité de choisir, donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Et s'ils peuvent choisir, ils ont besoin de réactivité et d'immédiateté. Si, à un moment donné, on hésite, on prend du temps, on a des CV, on regarde, on va réfléchir, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop volatile et qu'il faut se dépêcher. Le message qu'on passe aux entreprises, c'est qu'il faut de la réactivité et de la rapidité, parce que sinon, vous perdrez le candidat potentiel pour votre entreprise. Alors, vous nous avez parlé de CV inversé. Yann Le Jolivet, qu'est-ce qu'on met sur son CV inversé? C'est quoi les vrais critères qui attirent aujourd'hui les jeunes et sur lesquels les entreprises, finalement, doivent travailler? Alors, les entreprises doivent travailler, c'est clair, je vais y revenir. En revanche, on voit bien que la solution, elle est globale. Aujourd'hui, penser qu'une entreprise seule qui a des difficultés de recrutement va résoudre tous les problèmes, même en affichant sa raison d'être au fronton et en offrant des perspectives, ça pourrait être un peu court. Voilà. Donc la réponse est globale et à écouter mon voisin de gauche et mes voisins de droite, c'est de se dire que s'il y a une région, on a beaucoup parlé de marque employeur à une époque, la marque employeur, je pense que la notion doit être élargie aujourd'hui, on pourrait parler d'une marque régionale, hein, la marque Bretagne serait pas mal, on voit bien que s'il y a une région qui coche toutes les cases qu'on vient d'évoquer, c'est bien la Bretagne. Mais je réponds à votre question. Non, c'est vrai, donc la sensibilité au sens du travail, la sensibilité aux grandes mutations, notamment environnementales, la qualité de vie au travail. Voilà. Le fait également de bénéficier d'un environnement où on peut habiter en famille et développer un projet personnel à côté de son projet professionnel. C'est pas être chauvin, c'est reconnaître qu'il y a sans doute la région Bretagne n'est pas la seule à pouvoir l'offrir en France, mais c'est une des régions aujourd'hui qui, en plus, si on rajoute le changement climatique, c'est un petit clin d'œil quand même, qui n'est pas que de l'humour, montre bien. Alors qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? Je crois qu'il faut mettre en avant son désir de relever un challenge avec une équipe, parce que la co-construction, la collaboration, c'est essentiel. Il faut mettre en avant également donc, sa volonté d'avancer, d'évoluer au sein de l'entreprise. Et surtout, il ne faut pas être dans le déni de cette réalité-là quand on est recruteur. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes qui arrivent ou les moins jeunes qui arrivent sont dans une logique qui est de dire « j'aurai pas qu'une seule entreprise, un seul employeur durant toute ma vie professionnelle. Et il y aura des périodes de reconversion, il y aura des périodes de changement. Et ça fait partie du modèle, puisqu'on est même amené à reprendre des collaborateurs qui nous avaient quittés. Oui. Voilà, donc il faut mettre surtout ça en avant. Et sa capacité d'adaptation et de fiabilité. Voilà. Fiabilité, adaptation sont essentielles. Je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais c'est vrai que quand c'était dans l'introduction, je crois que c'est le recteur d'académie qui évoquait le fait que pour un certain nombre de formations, même quand on arrivait, même dans les écoles d'ingénieurs, quand on arrivait au bout du cursus, on arrive en situation de travail, c'est pas orthogonal, mais c'est quand même pas ce qu'on avait prévu de faire. Donc avoir une capacité d'adaptation, la formation toute la vie, c'est pas seulement un slogan attractif, c'est une nécessité qui est plutôt bien vécu par les collaboratrices et les collaborateurs et que les entreprises doivent mettre dans leur parcours. Donc, et pour rebondir deux choses là-dessus, vous avez vu à travers l'intervention de Frédéric Sévignon combien Pôle emploi avait évolué. Voilà. Et donc, on a vraiment une collaboration. Moi, je parle simplement au niveau des branches professionnelles que je peux représenter dans le mouvement du MEDEF. C'est qu'on a un travail qui est vraiment de confiance sur le fond et dans la durée avec les équipes. Alors, c'est toujours Pôle emploi, c'est pas France Travail, mais on voit bien qu'on est sur la même logique d'action avec le système éducatif de la Bretagne
que ce soit les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, mais également tous les types de formations pour lesquelles on fait de très très beaux emplois, on a de très très belles carrières. Pour vous livrer, parce que tout le monde a donné un petit peu un témoignage personnel, je travaille dans un domaine d'activité qui est le domaine bancaire. Je vous assure que la première fois que j'ai ouvert 2 comptes de résultats, étant jeune directeur d'agence bancaire, c'était une boulangerie-pâtisserie et c'était une coiffeuse. Et je me suis dit, bon sang, pourquoi j'ai passé 5 ans à faire des études? Il y a de très beaux métiers qui recherchent de la main-d'œuvre à l'heure actuelle et dans lesquels on peut faire des choses formidables. Voilà. Et donc, tout ça s'éteint. Alors, j'arrête là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous tenons tous dans la problématique du recrutement, voilà, et que le concept de Marque Bretagne qui coche toutes les cases, d'Armor en Argoat, est, à mon avis, un slogan d'avenir. Alors, il nous reste à peine une petite dizaine de minutes ensemble. Il y a vraiment 2 sujets dont j'ai envie qu'on parle maintenant. C'est celui de l'inclusion. Je crois que tous les deux, vous allez vous être parfaitement d'accord, Frédéric Sévignon et Marie-Laure Collet, sur le fait qu'aujourd'hui, il faut accepter aussi de recruter des candidats qui ne correspondent pas au profil idéal. D'abord, vous peut-être, Marie-Laure Collet, sur ce sujet, et puis on vous écoutera également sur ce sujet, Frédéric Sévignon. Oui, alors je vais juste quand même dire 2 mots sur le concept breton. On a aussi une grande chance en Bretagne, c'est qu'on est la région de France où on offre le plus de secteurs d'activité diversifiés, à la fois traditionnels et innovants. Là, par exemple, on a une entreprise très innovante qui s'appelle Switch Energy, qui crée une nouvelle filière en Bretagne, c'est sur l'énergie osmotique. Pour moi, qui suis présidente de l'APEC et ambassadrice d'un groupe d'emploi qui est le groupe Interaction, on a avec nous la capacité de créer des nouvelles formations sur des nouveaux métiers, donc attirer des talents, qu'ils soient cadres ou non cadres, sur les métiers de demain, sur des filières innovantes, et en plus en résonance totale avec la transition énergétique et environnementale. Donc ça, c'est une vraie force de la Bretagne. Sur ce qui est effectivement de l'inclusion, oui. Nous, et ça faisait partie aussi d'une question qu'on va un petit peu chanter, c'est dire que le recruteur doit changer son regard. Il ne doit pas s'appuyer uniquement sur ce curriculum vitae que j'ai l'habitude de rebaptiser compétences et valeurs, sur quelque chose qui est écrit. Il doit rencontrer la personne, lui faire confiance et surtout être en capacité de le former à ses propres besoins. Parce qu'on sait que le système de formation prend beaucoup de temps. Et donc, si on attend que la formation idoine soit sanctionnée par un diplôme reconnu d'État ou une certification, etc., on peut toujours attendre, l'entreprise sera morte avant. Donc, on doit faire confiance à un collaborateur, mais nous, les chefs d'entreprise, on doit mettre tout en œuvre pour former au plus vite pendant la période d'intégration ces collaborateurs. Et l'inclusion, c'est le sujet majeur de l'APEC, mais comme celui de Pôle emploi, et ça fera partie de notre univers France Travail, c'est de s'occuper des publics les plus fragilisés face à l'emploi. Sur les cadres, nous en avons identifié, alors moi quand je suis arrivée, il y en avait 3 catégories, mais j'en ai identifié une 4e qu'on oublie trop souvent. Donc les 3 classiques, c'est évidemment les seniors, évidemment les personnes en situation de handicap, évidemment les jeunes diplômés, surtout ceux issus des quartiers prioritaires de la ville. Mais c'était un petit peu tabou de parler des demandeurs d'emploi de longue durée. Oui. Et moi, j'ai dit, les demandeurs d'emploi de longue durée, nous avons une priorité sur leur inclusion. Parce qu'il y a de la compétence dormante. Et quand ils sont de longue durée, s'ils tombent dans la case RSA, 60% des bénéficiaires du RSA ne sont pas identifiés ou inscrits à Pôle emploi. C'est l'une des raisons de cette future réforme France Travail. On y viendra en toute dernière partie de table ronde. Sur ce sujet justement du public éloigné de l'emploi, Frédéric Sévignon. Peut-être très court, Marie-Laure le disait, conversion du regard de la part des entreprises. C'est absolument essentiel. Parce que si nous ne faisons pas ça, nous ne pourrons pas permettre à des publics éloignés de l'emploi. Les catégories ont été évoquées par Marie-Laure, et notamment ces publics qui, aujourd'hui, ont des compétences, hein, parce que, évidemment qu'il y a des compétences, mais ce ne sont pas forcément les premières personnes auxquelles pensent les employeurs. Donc ça, il faut impérativement qu'on l'intègre dans notre viseur. La deuxième chose, c'est de demander aux entreprises d'ouvrir leur chakra, parce qu'on l'évoque, accueillir un public éloigné de l'emploi, un bénéficiaire du RSA, un demandeur d'emploi longue durée, une personne en situation de handicap, ça prend du temps. Ça coûte de l'argent et ça nécessite à l'employeur d'avoir ce temps d'accompagnement, cette pédagogie, ce tutorat dans l'entreprise. Si ça n'est pas fait, tout à l'heure je vous parlais de la fidélisation, il y a des gens et les ruptures de contrat se font très vite, les gens partent parce qu'ils se doutent que si on ne les a pas accompagnés dans les premiers jours,
ils pensent que pour la suite, ça va être du même niveau. Et puis, peut-être de rappeler que lorsqu'on fait confiance à une personne éloignée de l'emploi et qu'elle sait qu'elle va pouvoir évoluer dans une entreprise, eh bien, le jour où elle aura un choix à faire de se dire mais vais-je rester dans cette entreprise ou vais-je aller à côté où on me propose peut-être un peu plus ou un peu différemment, elle aura le choix de la fidélisation et c'est grâce effectivement à ça qu'on sera en mesure de le faire. Et peut-être juste en mot de conclusion, nul n'est inemployable et permettons à chacun de pouvoir l'exprimer. Évidemment. Peut-être un mot quand même sur France Travail, sur le futur de Pôle emploi. Je pense que c'est important de porter cette évolution, cette révolution, je ne sais pas comment est-ce qu'on doit la qualifier, à notre public. Qu'est-ce qui va changer avec France Travail ? Une évolution. Alors Marie-Laure le disait, il faut savoir aujourd'hui que les bénéficiaires du RSA, 60% d'entre eux ne sont pas inscrits à Pôle emploi. Donc ils ne bénéficient pas de l'accompagnement, ils ne bénéficient pas des services du service public de l'emploi. Le France Travail de demain permettra à tout demandeur d'emploi, tout bénéficiaire du RSA d'être inscrit dans le service public de l'emploi. On réunira bien évidemment les missions locales, Cap Emploi, Pôle emploi, tous les partenaires de ce qu'on appelle l'écosystème de France Travail et qui permettra d'avoir une vision avec un système d'information unique, un accompagnement de qualité pour toutes ces personnes bénéficiant effectivement des minima sociaux ou pas d'ailleurs, avec tout le dispositif qui va effectivement se mettre en place. Nous aurons de l'attention parce qu'il faut effectivement mettre en place de l'accompagnement en fonction de ces publics. Tous ces publics n'ont pas besoin du même accompagnement. Il y a au RSA des gens qui sont dans des situations extrêmement compliquées et pour lesquelles les services sociaux ont complètement le rôle à jouer. Donc effectivement, on ne va pas se substituer. En revanche, nous avons parmi les publics au RSA des gens qui sont au RSA, mais qui sont complètement employables. C'est ces publics-là que nous allons pouvoir effectivement capter, accompagner. Tout à l'heure, je vous parlais des 75 000 offres d'emploi disponibles sur le site de Pôle emploi en Bretagne. Et effectivement, ces offres, pour la moitié d'entre elles, sont des offres peu ou pas qualifiées. Donc on voit bien que nous avons la matière, nous avons les publics, nous avons des difficultés de recrutement, et donc je pense que nous avons tous les ingrédients nécessaires pour nous assurer que demain, nous ayons les réponses aux entreprises et aux difficultés de recrutement en Bretagne. Merci infiniment. Alors, on arrive au terme des 45 minutes de plateau. J'ai envie de vous laisser 30 secondes chacun, peut-être pour dire le message à côté duquel vous ne voulez pas que le public passe. Donc, à vous la parole, peut-être. Peut-être 30 secondes chacun. Dans la droite lignée de ce que je viens d'évoquer autour de France Travail, puisque vous imaginez bien que nous nous préparons à un projet qui devrait être voté au mois d'octobre et qui se mettra en place au 1er janvier 2024 prochain, donc c'est imminent. Et peut-être de rappeler que la coopération de tous les acteurs est essentielle aujourd'hui pour accompagner les publics, alors les publics éloignés de l'emploi, mais tous les publics vers un emploi en France et en Bretagne, bien évidemment. Merci, c'est Frédéric Sévignon. Marie-Laure Collet. Oui, changer son regard et ses habitudes sur ses façons de recruter et faire surtout confiance aux intermédiaires de l'emploi, qu'ils soient publics ou privés. Nous, en ce qui nous concerne sur la réforme France Travail, la PET fait partie du réseau France Travail, va faire partie du réseau. On reste avec nos spécificités, tout simplement parce que notre mode de financement émane des cadres et des entreprises. Donc, nous avons un financement privé pour une association qui a un mandat de service public, mais qui ne se substitue pas aux acteurs privés de l'emploi, mais qui vient les compléter. Donc, travaillons tous ensemble, mais changeons rapidement, en tant que chef d'entreprise et en recruteur, nos façons de recruter. C'est impératif. Voilà, donc vous l'avez compris, la démographie est la seule science humaine qui soit une science exacte ou quasi exacte. Donc à horizon de 25 ans, tout est inscrit. Donc les bouleversements sont en cours. Il faut en prendre conscience. Je pense que les entreprises ont beaucoup avancé là-dessus. Et donc la prise de conscience, c'est de se dire que chacun et chacune de celles et de ceux que nous allons accueillir dans les entreprises doit trouver sa réalisation dans le cadre du challenge collectif. C'est essentiel. Et pour ça, un réseau d'acteurs en co-action est essentiel. C'est pour ça que la Bretagne, quels que soient les chiffres de l'INSEE, a beaucoup de chances pour relever ces challenges importants. Le mot de la fin est pour vous, Jordan Pedron. Oui, le mot de la fin. Alors, une grande école, c'est un vivier de talent, vous l'avez compris. C'est aussi un réservoir entrepreneur. Et c'est un acteur aussi à part entière de l'économie locale d'un territoire. Donc, n'hésitez pas à venir aussi rencontrer les écoles et contractualiser avec elles sur du développement de marque employeur. Merci infiniment à tous les quatre pour tout votre éclairage sur ce très joli plateau. Merci et très très bonne journée à tous.